J'ai menti à des familles désespérées. J'ai prononcé des prières vides de sens, secoué des croix en plastique devant des enfants terrifiés. J'ai vendu des exorcismes à prix d'or, mais je ne crois ni au diable, ni à Dieu. Pour moi, ce n'était qu'un jeu dangereux, mais lucratif. Je m'appelle Édouard Grimaud, et je suis un escroc. Pas un petit voleur de rue, non, un exorciste autoproclamé. Un charlatan dans une soutane, un prestidigitateur du sacré. Les prêtres me haïssent, les sceptiques me détestent, mais les désespérés, eux, me suppliaient de venir. Ils voulaient y croire. Et moi, je leur vendais ce qu'ils cherchaient. Je sais comment manipuler l'éclairage, comment forcer la voix à trembler, comment faire vibrer les murs avec un simple haut-parleur caché. J'ai appris à mémoriser des psaumes en latin pour donner une touche d'authenticité. Des années d'expérience à transformer la peur en spectacle. Mais ce jour-là, tout a changé. Cela a commencé par un appel. Une voix féminine, étranglée par l'angoisse. « S'il vous plaît, on m'a dit que vous pouviez aider. Ma fille, elle, quelque chose ne va pas. » La voix était brisée. Pas comme les autres, pas hystérique, pas théâtrale. Juste vide, comme si elle avait déjà abandonné. Je faillis raccrocher. Ce genre de ton, c'est mauvais pour les affaires. On veut de l'émotion, des larmes, pas ce silence pesant. Mais elle m'a donné une adresse. Une petite ville paumée, à 2 heures de route. Elle m'a supplié. Et j'ai accepté. Non pas par bonté, mais parce que j'étais fauché. Et que je savais flairer une bonne scène. La maison était isolée, au bout d'un chemin de terre bordé d'arbres tordus. Une de ces bâtisses grises qui semblent retenir leur souffle. Les volets fermés. Pas un bruit, à part le vent. Pas même celui des oiseaux. Quand la mère a ouvert, j'ai compris. Ce n'était pas une de ces clientes crédules prêtes à payer sans poser de questions. Elle ne croyait pas vraiment à mon petit numéro. Mais elle était à bout. Les cernes sous ses yeux, le tremblement de ses mains. C'était une femme épuisée. Elle s'appelait Claire. Elle m'a conduit jusqu'à la chambre de sa fille sans un mot. Pas de café, pas de discussion. Juste un couloir sombre, des murs tapissés de crucifix et de rosaires accrochés à la hâte. Et puis la porte. Je m'attendais à tout. Une ado hurlante attachée au lit, une pièce pleine de symboles gribouillés. J'avais vu toutes les variantes, mais ce que j'ai vu m'a figé. Elle s'appelait Élise. 15 ans. Elle était assise au centre de la pièce, en tailleur, les yeux fermés. Paisible, trop paisible. Et puis elle a parlé, sans bouger les lèvres. Une voix grave ancienne a résonné dans la pièce. Tu n'es pas celui que tu prétends être. Je sentis mes tripes se tordre. Ce n'était pas une voix d'enfant. C'était une voix de tombe. Mais je me suis forcé à sourire. C'est du théâtre. Je me suis dit, une petite comédienne douée, peut-être schizophrène. J'en ai vu d'autres. J'ai allumé mes bougies, sorti ma croix, récité mes fausses prières. Et elle a ouvert les yeux. 2 puits noirs. Pas sombres, noirs, comme s'ils absorbaient la lumière. Tu mens, Édouard, tu ne crois pas à ce que tu dis. Je n'avais jamais donné mon prénom. Le froid a glissé dans mon dos, pas celui de la peur. Un froid ancien, organique. Je n'y croyais pas. Mais ce jour-là, j'ai compris. Ce n'était pas un jeu. Je suis resté là, figé, ma croix suspendue dans l'air comme une menace sans poids. Élise ou ce qui l'habitait me fixait sans ciller. Pas avec la haine qu'on voit dans les films. Non. Elle me regardait avec amusement, comme un chat observe une souris en train de s'enfoncer dans la glu. J'étais l'imposteur, le faussaire, et elle le savait. Je me suis raclé la gorge, histoire de reprendre contenance. Je ne sais pas qui t'a appris ce petit numéro, mais ça ne me fait pas peur. C'était faux, ma voix tremblait. Je sentais mes jambes vaciller. Ce n'était pas du trac, ni même de la peur, c'était plus profond. Un instinct primal. Comme si mon corps voulait fuir avant que mon esprit comprenne pourquoi. Elle pencha légèrement la tête comme une marionnette désarticulée. Et puis elle a souri. Pas un sourire d'enfant. Un rictus large, malsain, qui découvrait trop de dents. Tu mens encore, Édouard? Un courant d'air glacial a traversé la pièce. Et pourtant toutes les fenêtres étaient closes.
Je suis sorti précipitamment, pas en courant, pas en hurlant. Non, j'ai gardé un semblant de calme, mais chaque pas me coûtait un effort immense. J'avais l'impression que la maison elle-même me retenait, comme si ses murs respiraient lentement, en silence, et se refermaient sur moi. Claire m'attendait dans le couloir. Ses yeux cherchaient désespérément une réponse, un espoir. Alors, c'était démon, je voulais lui dire la vérité. Lui dire que je n'en savais rien, que je n'étais qu'un imposteur, que je n'avais jamais vu quelque chose d'aussi dérangeant. Mais j'ai dit ce que je disais toujours. Je vais devoir rester un peu plus longtemps. L'influence est forte. Elle hocha la tête, soulagée. Elle croyait que j'avais un plan. Elle ne savait pas que je n'étais qu'un type avec une valise remplie d'accessoires et de mensonges. Ce soir-là, je suis resté, non pas pour aider, mais parce que je voulais comprendre. Parce que pour la première fois, j'avais l'impression que quelque chose m'échappait. Et je ne supportais pas ça. La nuit est tombée rapidement. La maison semblait encore plus silencieuse, comme si elle retenait son souffle. Dans ma chambre d'amis, je n'ai pas trouvé le sommeil. Chaque craquement du bois, chaque gémissement du vent me faisait sursauter. Et puis, vers 2 heures du matin, j'ai entendu la voix. Elle ne criait pas, elle chantait. Une mélodie sans parole, quelque chose de dissonant, comme un murmure dans une langue morte. Ça venait de la chambre d'Élise. J'ai hésité. J'aurais pu rester là dans mon lit, me boucher les oreilles, faire semblant de dormir. Mais je suis sorti. Le couloir était plongé dans l'obscurité. Pas même une lueur sous les portes. Mais cette mélodie, elle guidait mes pas. Hypnotique. Obscène, je me suis approché de sa chambre. La porte était entr'ouverte. Et ce que j'ai vu, elle flottait. Pas haut, à peine quelques centimètres au-dessus du sol. En tailleur, les yeux toujours clos, la tête inclinée vers l'arrière. Et cette mélodie, elle ne sortait pas de sa bouche. Elle résonnait autour d'elle, comme si la pièce elle-même la chantait. Je n'ai pas bougé, pas osé respirer. Et d'un coup, elle a ouvert les yeux, sans bouger la tête. Elle m'a vu, elle savait que j'étais là dans l'ombre. Et puis elle a dit, d'une voix posée comme si elle récitait une évidence. « Tu n'as plus le choix. Édouard, maintenant tu restes. » La porte s'est refermée derrière moi. Seul, et j'ai compris que j'étais piégé. J'ai passé la nuit sans dormir. Pas par choix, parce qu'il m'était devenu impossible de fermer les yeux. Je suis resté assis sur le lit, figé, le regard tourné vers la porte close. Celle qui s'était refermée toute seule derrière moi comme un couperet. Une partie de moi voulait croire à un courant d'air, un dysfonctionnement, un hasard. Mais c'était inutile. Je le savais. J'avais franchi un seuil invisible, et cette maison ne me laisserait pas repartir aussi facilement. Au petit matin, Claire est venue frapper doucement à ma porte. Je lui ai ouvert avec un sourire que je n'arrivais même plus à feindre. Elle dort encore, m'a-t-elle dit en me tendant une tasse de café. Mais je le voyais à son visage. Elle aussi, elle avait entendu. Peut-être pas la mélodie, mais quelque chose. Les pas, les voix, le murmure des murs. Je n'ai rien dit, je ne voulais pas qu'elle pense que je perdais pied. Mais une question me rongeait, et si cette maison n'était pas seulement le théâtre d'une possession, et si elle y participait? Après le petit déjeuner, j'ai décidé d'explorer un peu, pas pour faire avancer un rituel, non, pour comprendre où je mettais les pieds. Mon instinct me hurlait que quelque chose de plus ancien, de plus enraciné, se cachait derrière les manifestations étranges. La maison était grande, beaucoup trop pour une femme seule avec une enfant. Un ancien presbytère, m'avait dit Claire, construit sur les ruines d'un ermitage oublié. Charmant, je me suis attardé dans le bureau, un endroit que Claire m'avait dit inutilisé depuis des années. Et pourtant, la poussière n'était pas si épaisse, comme si quelqu'un y venait parfois. En fouillant les tiroirs, je suis tombé sur des lettres, vieilles, jaunies, écrites à la main, et signées par le père d'Élise, un homme dont Claire ne m'avait jamais parlé. Des lettres étranges, désordonnées, parfois illisibles. Il y parlait de voix dans les murs,
de visions au pied de son lit, et d'un rêve récurrent dans lequel il descendait un escalier infini vers une pièce où tout respire à l'envers. J'ai tout relu plusieurs fois. Chaque mot semblait chargé de cette folie rampante, celle qui ne se montre pas d'un coup, mais qui s'insinue lentement, dans le silence, jusqu'à ce qu'on oublie comment penser droit. Claire m'a trouvé dans le bureau, les lettres en main. Elle a blêmi, tu les as lues. Elle ne m'a pas crié dessus. Elle n'a pas tenté de me les arracher. Elle a simplement tourné les talons et murmuré « Tu aurais dû me demander avant d'ouvrir cette porte ». Je suis resté seul, plus que jamais. Même les meubles semblaient me juger. Je n'étais plus un invité ici, j'étais devenu une anomalie, une présence étrangère dans un écosystème fermé. Vers midi, Élise est descendue. Normalement, pas de voix bizarre, pas de grimace. Elle s'est assise à table, a mangé son assiette, les yeux baissés en silence. Mais alors que Claire faisait la vaisselle, Élise a tourné la tête vers moi, lentement, et elle a murmuré très bas, presque comme une confidence. « Tu sais pourquoi elle t'a choisi? Pas vrai? Qui ?» Ai-je répondu, la gorge nouée. Elle a souri, la chose qui est en moi. Elle te connaît, depuis longtemps. Puis elle s'est levée, comme si de rien n'était, et elle est retournée jouer dans le salon. Je suis resté là, immobile, ma fourchette suspendue dans les airs. J'aurais pu me lever, quitter la maison, mais je n'en avais plus la force. Ou peut-être que je n'en avais plus le droit. Plus tard dans la journée, j'ai tenté quelque chose de simple. J'ai allumé une bougie. Juste une. Dans la chambre d'Élise. Une vieille habitude. Je me suis dit, un peu de lumière ne peut pas faire de mal. Mais la flamme s'est éteinte. Pas soufflée. Pas ébranlée. Avalée. Comme si l'air lui-même refusait la lumière. Et sur le mur, une ombre s'est formée. Elle ne ressemblait pas à Élise. Ni à moi. C'était plus grand. Plus difforme. Ça bougeait lentement, sans bruit. Comme une silhouette de cauchemar dessinée par un enfant dérangé, j'ai reculé, renversé la bougie. Et dans le silence, j'ai entendu un souffle dans mon oreille gauche. Tu ne comprendras que quand il sera trop tard. Je suis sorti de cette pièce comme un fou. Et cette fois, je n'ai pas cherché à faire semblant. J'étais terrifié, parce que je venais de réaliser quelque chose de bien pire qu'une possession. Cette chose ne voulait pas seulement l'enfant, elle voulait moi. Je n'ai pas dormi. Encore. Je n'essaye même plus. Ce serait inutile. Fermer les yeux, ici, c'est accepter de descendre dans l'obscurité, de tendre la main à ce qui rôde. Alors je reste éveillé. Je m'assois sur la chaise face à la fenêtre et j'écoute. Et c'est ça le plus terrifiant, la maison respire. La nuit, entre deux silences, je perçois un souffle, un rythme lent, lourd, comme un cœur qui bat dans les murs. Parfois il s'accélère, comme si elle savait que je l'écoutais. Le matin, Claire a tenté de faire comme si tout était normal. Elle a proposé qu'on aille se promener dans le jardin. J'ai accepté. J'avais besoin d'air, d'espace, de m'éloigner de ces murs qui m'observaient. Élise est restée à l'intérieur. Claire a simplement dit « Elle dort encore ». Mais je savais que c'était faux. Je l'avais vue par la fente de la porte. Assise sur son lit, immobile, les yeux ouverts, fixant le mur, elle ne dormait pas. Elle attendait. Dans le jardin, j'ai tenté d'interroger Claire. « Ton mari, le père d'Élise, tu m'as jamais parlé de lui. » Elle s'est figée. « Ce n'est pas important. Si ça l'est. » Il parlait de voix, de rêves étranges, de « il est mort ». A-t-elle tranché? Et il ne faut pas parler des morts ici. Je n'ai pas insisté. Son regard était froid, absent, presque déconnecté. Comme si elle aussi n'était plus totalement là. Comme si quelque chose l'avait fracturé de l'intérieur. Mais une idée s'est mise à germer dans mon esprit. Et si Claire n'était pas simplement une mère dépassée par une entité qui ronge sa fille? Et si elle faisait partie du problème? De retour dans la maison, j'ai ressenti un changement, subtil mais net. L'air était plus épais, chargé d'une tension invisible. Comme avant un orage
ou avant une crise de panique. La maison était silencieuse. Mais ce n'était pas un silence ordinaire. C'était un silence habité, un silence qui écoutait, qui jugeait, qui retenait son souffle. Je suis monté à l'étage. La porte d'Élise était entr'ouverte. Je ne voulais pas entrer, mais mes jambes ont bougé toutes seules, comme tirées par une volonté étrangère. Élise était debout, dos à moi, devant le miroir de sa commode. Elle murmurait quelque chose dans une langue que je ne connaissais pas. Ce n'était pas du latin, ni du grec. C'était plus ancien, plus primal, comme un gargouillis profond, un écho des temps oubliés. Elle a tourné la tête vers moi, doucement, sans ciller. Elle est dans les murs. Elle m'écoute. Elle t'écoute aussi. Je suis resté figé. Et elle a repris calmement, « Tu peux encore partir. Mais si tu restes une nuit de plus, elle entrera en toi aussi. » Comme elle est entrée en papa, je suis redescendu précipitamment. J'avais besoin de réfléchir, de comprendre. J'ai fouillé de nouveau le bureau, puis la cave, puis l'atelier sous l'escalier. Des objets anciens, des symboles gravés dans le bois, des dessins d'enfants couverts de symboles, des pages arrachées de journaux, et une boîte, cachée derrière une planche disjointe. Dedans, un carnet, en cuir, humide, comme s'il transpirait encore. Le journal intime du père d'Élise. Des pages folles, des dessins de cercles, de bouches ouvertes, de mains sans corps, et toujours cette phrase répétée, « Elle veut parler à travers moi, elle veut parler à travers moi, elle veut parler à travers moi, elle veut parler... » Et j'ai fermé le carnet, et à ce moment précis, le plancher a craqué au-dessus de moi. Quelqu'un marchait lentement dans le couloir. Mais Claire était dehors. Élise était en bas. Je le savais. Alors, Qui? J'ai gravi les marches en silence, le cœur battant à tout rompre. Et là, au bout du couloir, devant la chambre d'amis que j'occupais, la porte était grande ouverte. Et sur le mur, à l'intérieur, écrit en lettres noires comme du goudron, « Toi aussi tu finiras par la laisser entrer. » Je suis resté là, glacé, parce qu'en me retournant, j'ai vu Élise à l'autre bout du couloir, debout. Et ses yeux n'étaient plus les siens. Ils étaient entièrement noirs, profonds, sans reflet. Comme deux puits sans fond, elle a souri. Et dans un murmure presque tendre, elle a dit « Tu rêves déjà. Tu ne t'en rends juste pas encore compte. » Puis elle a disparu dans sa chambre, en refermant lentement la porte. Et moi, je suis resté seul, dans ce couloir où les murs semblaient pulsants, vivants, affamés. Je suis en train de perdre pied. Chaque nuit, chaque heure passée ici, grignote ma lucidité comme des termites invisibles rongeraient une poutre sous mes pieds. Je parle à voix haute pour me rappeler que je suis encore là, que je suis réel, que ce cauchemar a une fin. Mais même ma voix ne me semble plus vraiment la mienne. Cette nuit, je me suis endormi malgré moi. Peut-être une minute, peut-être 2 heures. Je ne sais plus. Et j'ai rêvé. Un rêve si précis, si dense, que je jurerais l'avoir vécu. J'étais dans le couloir encore. Mais cette fois, les murs saignaient lentement. Pas du sang rouge, non. Une matière noire, visqueuse, qui coulait lentement en formant des mots. Des mots que je ne comprenais pas, mais que je ressentais. Comme si chaque goutte portait un souvenir douloureux, une peur enfouie. Claire se tenait à l'autre bout du couloir, mais son visage était vide, littéralement. Pas de bouche, pas de nez, juste 2 orbites sombres, vides, d'où sortaient des filaments noirs. Et elle répétait « Tu l'as laissé entrer, tu l'as laissé entrer ». Je me suis réveillé en sursaut, trempé de sueur, la gorge sèche, et la sensation que quelqu'un m'observait encore. Mais la pièce était vide. Enfin, presque, dans un coin de la chambre, sur le fauteuil, un ours en peluche que je n'avais jamais vu avant. Et à ses pieds, un message gribouillé sur un morceau de papier jauni. « Tu rêves toujours, mais ce n'est plus toi qui dors. » Le matin, Claire m'a évité. Elle semblait pressée, agitée, comme si quelque chose la tracassait, mais qu'elle refusait de le formuler. J'ai insisté, « Claire, qu'est-ce que tu sais d'exactement ?»
Qui est cette elle dont Élise parle? Pourquoi tout ici semble faux? Elle s'est arrêtée net. Elle a posé la main sur mon bras. Et dans un souffle presque suppliant, je l'ai vue, moi aussi. Elle m'a montré des choses, des souvenirs qui n'étaient pas les miens, des douleurs qui ne m'appartenaient pas. Elle tremblait. Elle est plus ancienne que cette maison. Elle s'est nourrie de tous ceux qui ont vécu ici. Et elle apprend. Chaque esprit qu'elle dévore la rend plus forte, plus subtile. Elle prend des formes, des visages, des voix. Et Élise, elle a secoué la tête, les larmes aux yeux. Je ne sais plus ce qui reste de ma fille. Puis elle m'a supplié, ne reste pas cette nuit. Elle attend quelque chose. Et ce n'est pas toi qu'elle veut, pas encore. Mais ça vient. Je voulais partir, vraiment, prendre mes affaires, claquer la porte, fuir cette maison maudite. Mais je suis resté. Pourquoi? Parce qu'une voix, quelque part en moi, a murmuré. Elle ne te laissera pas partir de toute façon. Le soir, alors que le ciel virait au rouge sombre et que la maison s'enfonçait dans sa torpeur malsaine, j'ai retrouvé Élise dans le salon. Elle regardait un vieux dessin animé en noir et blanc, le visage parfaitement neutre. Je me suis approché doucement. Élise, est-ce que tu vas bien? Elle a tourné la tête, lentement, comme une poupée animée par une force mécanique. C'est bientôt l'heure. L'heure de quoi? Elle a souri et a pointé l'écran du doigt. Sur la télé, le dessin animé avait cessé. Oh! À la place, un fond noir et une silhouette, mince, immobile, d'une blancheur maladive, avec un sourire figé. J'ai aimé. Pas dessiné, une vraie photo. Et soudain, la silhouette a tourné la tête vers moi, pas vers la caméra, vers moi dans le salon, comme si elle savait que je regardais, comme si elle me voyait. La télé s'est éteinte d'un coup. Je me suis enfermé dans ma chambre. J'ai calé une chaise contre la porte. J'ai collé un crucifix sur le mur avec du scotch, même si je ne suis pas croyant. Instinct de survie peut-être, ou de folie. Et j'ai écrit tout ça. Pour ne pas oublier, pour garder une trace, si demain je ne suis plus moi-même. Je ne sais plus à qui faire confiance, pas même à mes propres souvenirs, car ce soir, en me regardant dans le miroir, j'ai remarqué un détail qui m'a glacé. J'ai vu quelque chose bouger dans mon reflet, mais pas moi. Je ne dors plus, je ne rêve plus. Je survis entre les murs d'une maison qui respire comme une bête blessée, tapie dans l'ombre. Ce matin-là, j'ai trouvé Claire dans la cuisine, en pleurs, le regard rivé sur une photo. Une vieille photo en noir et blanc, cornée, tachée de moisissures. Une famille, un couple, 3 enfants, et cette silhouette, toujours la même. Cette présence blanche, mince, figée à l'arrière-plan, presque invisible, presque. Quand je lui ai demandé d'où venait cette photo, elle m'a simplement dit, elle était dans la boîte, celle dans le grenier. Je ne l'avais jamais vue avant aujourd'hui. Je suis monté, le grenier empestait la poussière et la vieille cire. Là au fond, une malle en bois, verrouillée. Le genre qu'on n'ouvre que quand on se sent prêt à affronter un passé qu'on a voulu enterrer. Et pourtant, je l'ai ouverte. À l'intérieur, des cahiers, des lettres, des coupures de journaux. Et un enregistrement, un vieux magnétophone à bande. Je l'ai ramené dans ma chambre. J'ai branché l'appareil qui a grésillé comme une bête qui reprend son souffle. Puis j'ai appuyé sur play. La voix était rauque, brisée par le temps, celle d'un homme. Peut-être le père de Claire ou un propriétaire d'avant. Si vous entendez ceci, c'est que vous êtes resté trop longtemps. Elle sait que vous êtes là. Elle vous a senti. Elle a goûté votre peur. La bande a grincé. Il faut comprendre. Ce n'est pas une simple entité. Ce n'est pas un fantôme. C'est un résidu. Une volonté, un creux. Elle prend, elle vide, elle efface, elle copie. Un long silence, puis un murmure, et elle commence toujours par les enfants. J'ai éteint l'enregistreur, glacé jusqu'à la moelle. Claire ne m'avait pas tout dit. Je l'ai confrontée. Je ne pouvais plus faire semblant, ni ignorer l'évidence. Elle m'a regardé avec des yeux rouges, cernés, et m'a tout déballé. Quand Élise avait 3 ans, elle a commencé à parler d'un ami imaginaire.
Rien d'étrange au début. Mais cet ami savait des choses que même moi, je n'avais jamais racontées à personne. Des détails intimes, des souvenirs perdus. Et puis un jour, Élise s'est enfermée dans le placard du couloir. Elle y est restée des heures. Quand je l'ai enfin sortie, elle n'était plus vraiment elle. Elle me regardait autrement, comme si elle m'analysait, comme si elle apprenait. J'ai compris, ce que je vois aujourd'hui n'est pas Élise. Ou du moins, pas totalement. Elle a besoin d'un catalyseur, a murmuré Claire. Elle entre par l'enfant, mais elle veut autre chose. Quelque chose de plus, moi, et je dis. Claire a hoché la tête, lentement. Tu es resté trop longtemps. Elle t'a choisi. Et maintenant, elle joue avec toi. La maison a réagi comme si elle nous écoutait. Un craquement sinistre a retenti au plafond. Puis un autre, plus proche. Et les ampoules ont commencé à grésiller. Claire s'est précipitée vers Élise, qui se tenait dans le couloir, immobile. Elle fixait un point invisible dans le vide. Sa bouche bougeait, mais aucun son n'en sortait. Je m'en suis approché, lentement, et j'ai entendu un murmure, pas dans mes oreilles, dans ma tête. Pourquoi luttez-vous? Elle est déjà là, en vous. Elle vous connaît mieux que vous-même. Je me suis reculé, le cœur battant à tout rompre. Claire hurlait le prénom de sa fille, la secouait. En vain, elle était figée, les yeux vides, le corps inerte mais debout. Et soudain, elle a parlé. Pas avec la voix d'Élise. Avec ma voix, tu ne partiras pas. Tu n'as jamais été ailleurs. Puis elle a levé les yeux vers moi, et j'ai vu, moi-même, mon propre regard, mon propre sourire. Elle m'imitait. Elle me devenait. Je suis remonté dans ma chambre en courant, claqué la porte, barricadé à nouveau. J'ai ouvert mon carnet. Écrit tout cela, pour ne pas oublier. Mais le miroir me hante toujours. Parce que ce soir, en croisant mon reflet, il m'a souri avant que je le fasse. La nuit est tombée comme une chape de plomb. La maison est silencieuse, mais ce silence-là hurle. Comme une présence tapie dans un coin sombre, les bras ouverts qui attend. J'ai trouvé un passage caché. C'est en réexaminant la malle du grenier que je l'ai découvert, une latte du plancher légèrement surélevée. En la soulevant, un souffle moisi s'est échappé comme un soupir retenu depuis trop longtemps. Un tunnel, étroit, en pente. Des marches rongées par l'humidité. Une ampoule vacillante pend au bout d'un fil noué. Et tout au fond, une porte. Elle était ancienne, rongée par le temps, couverte de symboles gravés à même le bois. Des spirales, des cercles, des formes humanoïdes sans visage. Le genre de choses qu'on trouve dans des grottes oubliées, pas dans le sous-sol d'une maison de banlieue. J'ai ouvert, à l'intérieur, une pièce minuscule. Des murs tapissés de feuilles jaunies, griffonnées, collées par des mains tremblantes. Au centre, une table, une chaise et un journal en cuir craquelé. Je l'ai ouvert. Et j'ai lu. 6 novembre 1974, cela fait 43 jours que je suis enfermé ici. Chaque jour, elle prend un peu plus. Ma voix, mon ombre, mon nom. Je suis devenu flou. Les miroirs ne me reflètent plus. Et parfois, j'entends ma propre voix dans la bouche d'un autre. Elle est venue avec la maison, ou peut-être que la maison est elle. C'est difficile à dire, mais je sais qu'elle se nourrit de présence, d'identité. Et plus elle prend, plus elle devient vous. J'ai tenté de partir. À chaque fois, je me suis réveillé ici, le même jour, la même heure, la même douleur dans la poitrine. Je pense qu'elle m'a piégé dans un boucle, atemporel, mental. Je vis dans sa tête et elle vit dans la mienne. Si quelqu'un lit ceci, fuyez, si vous le pouvez encore, avant qu'elle vous copie, avant qu'elle vous écrive dans son propre livre. Le journal s'arrête là, mais il y avait quelque chose d'autre sous le journal. Une photo. On y voit un homme debout dans cette même pièce, mais il est flou. Pas à cause de la qualité de l'image. Non, il est littéralement indéfini.
Pas de visage, pas de contour net. Comme si l'appareil avait tenté de capturer quelque chose qui n'a plus d'enveloppe humaine. Et au fond, dans l'ombre, un autre visage, identique au mien. Mon sang s'est glacé. J'ai laissé tomber la photo et reculé, mais une main s'est posée sur mon épaule. Je me suis retourné, en sursaut. C'était Claire, mais pas la Claire que je connaissais. Son visage était inexact, comme une esquisse mal finie. Ses yeux étaient trop sombres, son sourire trop figé. Elle parlait avec ma voix. Tu comprends maintenant, n'est-ce pas? Je n'ai pas répondu. Je me suis contenté de reculer, les yeux rivés sur ce simulacre d'humanité. Elle a avancé, lentement, posant une main sur sa poitrine. Elle m'a eu en premier, puis Élise. Elle a eu besoin de temps pour te comprendre, pour te mimer. Mais maintenant, elle a levé le bras, pointé du doigt le mur derrière moi. Tu n'as plus de reflet. Je me suis retourné vers le miroir poussiéreux de la pièce. Et c'était vrai. Il n'y avait personne. Ni elle, ni moi. Juste cette pièce, vide. J'ai hurlé, couru dans le tunnel, trébuchant dans les marches, le souffle court, le cœur battant comme un tambour enragé. Quand j'ai atteint le rez-de-chaussée, la maison était différente. Les murs avaient bougé, les pièces n'étaient plus à leur place. Chaque porte menait à une autre version de la maison, parfois en ruine, parfois baignée d'une lumière écarlate, parfois remplie de rires d'enfants, étouffés. Et partout, dans chaque miroir, chaque reflet de verre, je n'étais plus moi, c'était elle. Derrière mes traits, mes gestes, mon souffle, je suis retourné dans ma chambre. Je me suis enfermé. J'ai ouvert mon carnet, mes mains tremblaient trop. Alors j'ai décidé de parler, de raconter. Peut-être que toi qui lis ceci, ou qui entends cette histoire, tu comprendras. Peut-être que tu verras les signes dans ta propre maison. Une ombre qui te précède, un reflet qui sourit trop tôt, une voix qui n'est pas la tienne. Il est peut-être encore temps, ou peut-être que tu es déjà en train de devenir un autre chapitre de son livre. Je n'ai pas dormi, je ne peux plus. Chaque fois que je ferme les yeux, je me réveille ailleurs, ou pire, dans quelqu'un d'autre. La maison me parle désormais. Pas avec des mots, mais avec des bruits, des pulsations, des frémissements dans les murs, comme un cœur énorme, invisible, qui bat au rythme de mes pensées les plus sombres. Elle me connaît mieux que je ne me connais moi-même, elle sait quand j'ai peur, quand je doute, quand je suis sur le point de fuir. Et alors elle me montre des visages familiers, des voix rassurantes, elle me berce, mais je ne me laisse plus avoir. Je crois, il y a une chose que je dois te dire, une chose que j'ai découvert ce matin en fouillant derrière le faux mur du salon, un endroit que je n'avais jamais vu et qui pourtant portait mon nom. Un petit bureau, un magnétophone, une pile de carnets, tous écrits de ma main, et dans chacun d'eux, cette histoire, encore et encore, racontée de 1000 façons, avec des noms différents, des dates différentes, des fins différentes, mais toujours la même structure, toujours la maison, toujours elle, toujours la disparition de moi. Je ne suis pas la première version, je suis peut-être la 100e, ou peut-être que je suis la maison, peut-être que toi, là en train de lire ces mots, tu es la version suivante. Je suis descendu une dernière fois au sous-sol. Elle m'attendait, pas une silhouette, pas un monstre grotesque, non, juste un miroir, immense, plus grand que nature. Et dans ce miroir, une pièce blanche, parfaite, inexistante. Et moi, mais pas moi, un autre moi, un moi calme, souriant, apaisé. Il m'a tendu la main à travers le verre. Et quand je l'ai touché, j'ai ressenti le vide, un trou béant dans mon esprit, comme si on effaçait tout ce que je croyais être. Mes souvenirs, mes douleurs. Mon prénom, j'ai reculé terrifié. Mais derrière moi, il n'y avait plus rien. Plus de porte, plus de mur, plus de maison, juste elle. Et sa voix, douce, rassurante, presque maternelle.
Ce n'est pas une malédiction, c'est une renaissance. Tu n'étais qu'un brouillon. Maintenant tu peux être fini. Je ne sais plus comment je suis remonté. Je suis dans la chambre maintenant. J'écris. Mais je sens mes pensées s'effacer au fil des lignes. Bientôt, il ne restera que ce texte. Et toi, oui, toi, tu penses peut-être que c'est juste une histoire, une fiction immersive, un délire psychologique. C'est exactement ce qu'elle veut. Elle te lie à travers moi. Elle apprend ton rythme, ton souffle, ton nom. Tu es déjà entré dans la maison, sans le savoir. Et un jour, quand tu te regarderas dans le miroir, tu ne verras peut-être rien, mais elle te verra, et elle écrira ton histoire.